Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan pour parler de roues et pour parler de Vespa. Et oui, il y a des Vespa, pour ceux qui ne savent pas, qui ont fait le Dakar 1980. Ce Dakar 1980, deuxième du nom, a été le théâtre de nombreux exploits. Et si le premier fut pauvrement couvert par les médias, cette seconde édition, forte du succès de la première, va devenir l'événement sportif du début d'année. Sabine l'a bien compris, le changement de date par rapport à 79 n'est pas un hasard. Si quelqu'un a bien compris tout l'impact médiatique que peut rapporter ce Dakar, c'est bien sûr Jean-François Piot. D'abord pilote de rallye émérite, il fut ensuite responsable des relations publiques et de la compétition pour Honda. C'est ainsi que pour le premier Dakar, il affréta un avion pour proposer une assistance à tous les clients Honda. Parti de chez Honda, il occupe l'année suivante le même type de poste chez Vespa et décide d'impliquer la marque dans la compétition. C'est ainsi qu'il engagea des Vespa pour la Croisière verte et le Tour de France moto de l'époque. Mais l'idée phare de Piot est de tenter un pari fou, engager 4 Vespa sur le Dakar. Lui-même explique: parcourir le désert, le Sahel et certaines pistes africaines en Vespa constitue déjà un temps extraordinaire, une délicate aventure. Mais le faire en compétition face aux autres concurrents disposant d'engins mieux adaptés à ce genre de compétition, c'est le pari de Vespa. Jean-François Piot a déjà des idées pour constituer son équipe. Le projet est bicéphale. 4 Vespa pilotés par 4 pilotes, capables de tenir le pari jusqu'au bout, et 5 Landes d'assistance, 4 rapides à titre au départ à chaque pilote de Vespa, et un chargé d'être le magasin roulant emportant toutes les pièces de rechange possibles. Ces Landes seront en plus pilotées par des princes du Valent et copilotés par des mécaniciens Vespa pour être plus efficaces. En ce qui concerne les pilotes Vespa, Piot a déjà des pilotes sous la main avec lesquels il a fait participer des Vespa à d'autres compétitions. Ce sera donc Ivan Czerniawski, Bernard Czerniawski, un autre Bernard Simoneau et encore un autre Bernard Niemer. A noter qu'au cas où un des pilotes officiels aurait eu une impossibilité de partir, Piot avait pensé à un remplaçant, Jean-Louis Albera, qui pilota une Vespa au Tour de France de l'époque. L'équipe des pilotes Vespa était donc au complet. La préparation des engins peut être mise en route. Le choix des scooters s'est naturellement porté sur les Vespa 200, avec, comme son nom l'indique, une cylindrée d'environ 200 cm3. Les 4 Vespa seront spécialement préparés par l'usine Piaggio de Pontedera en Italie. Cette préparation consistera surtout à renforcer certaines pièces, guidons, fourches, amortisseurs, pneus, et à alléger les engins des pièces inutiles. On passe de 108 kg à 95 kg. Et bien sûr, les doter d'un réservoir supplémentaire afin d'augmenter l'autonomie. On passe de 8 litres en temps normal à 20 litres. Par contre, côté technique, on conserve les caractéristiques générales des moteurs d'origine, 12 chevaux, embrayage multidisque, boîte 4 rapports à la poignée tournante. On verra par la suite que de nombreux problèmes concernant les Vespa viendront de pièces qui n'auront pas été renforcées et qui casseront pendant le rallye. Ainsi donc, côté deux roues, tout est prêt. La seconde partie du projet de Jean-François Piot est donc de présenter une équipe d'assistance tellement attrayante par la renommée des pilotes qu'elle sera également source d'intérêt pour les journalistes. Piot appelle donc ses anciens amis rallymen et pilotes de circuit pour monter son équipe. Ainsi, il contacte Henri Pescarolo, René Trottmann qui répondent présents tout de suite. Piot contacte également son ami Jean-Pierre Henriou qui dans un premier temps n'est malheureusement pas disponible. En effet, Jean-Pierre qui vient d'arrêter sa carrière de pilote vient d'être recruté par Pirelli France et s'occupe de plusieurs pilotes en rallye dont Jean-Claude Andruet et Michel Mouton. Responsable de la fourniture des pneumatiques pour ses pilotes, Jean-Pierre annonce dans un premier temps à Jean-François qu'il ne pourra pas participer à l'aventure. Piot contacte donc un autre pilote chevronné de l'époque, Guy Chasseuil, qui accepte. Le 4e Land sera piloté par Piot lui-même et quant au 5e, il sera piloté par François Bréban, responsable marketing de Piaggio. Ce sera un châssis long, tôlé, qui assurera la maintenance de l'équipe et qui sera prêt à prendre la relève en cas de défaillance de l'un des véhicules. Aux côtés de Bréban, dans ce Land d'assistance, sera également présent Dominique Nérol, qui est kiné et qui s'occupera de l'assistance humaine de l'aventure. La composition de cette assistance de choc est donc quasiment définitive à quelques semaines du départ. Le choix des véhicules s'est porté sur des Land Rover V8 tout neufs. Tout est prêt quand 2 événements vont coïncider et apporter un léger changement dans l'équipe. Jean-Pierre Henriou
rencontre des difficultés dans son travail avec un manufacturier italien. Et des pilotes qui veulent des pneus qui n'existent pas. Sentant arriver le Tour de Corse avec des probables conflits de part et d'autre, Jean-Pierre décide de partir de chez Pirelli France et du coup se trouve libre pour cette fin d'année 79 et donc le Dakar. Il recontacte Jean-François qui lui annonce que Guy Chasseuil se trouve de son côté dans l'impossibilité de partir sur ce Dakar. C'est ainsi que Jean-Pierre Henriot se retrouve donc le 4e pilote d'assistance à la place de Guy Chasseuil. L'équipe officielle Vespa se retrouve donc courant décembre dans un restaurant parisien pour la présentation presse des deux équipes auto et moto. Juste pour terminer et situer un peu le niveau d'engagement de cette équipe, le budget tout compris avoisine les 60 millions de francs de l'époque et chaque pilote auto touchait un cachet de 10 000 francs pour sa participation. C'était un gros investissement, ce qui explique la volonté de Jean-François Piot de réussir son pari et de faire terminer ses Vespa sur ce Dakar. C'est donc le 1er janvier 1980. La course va réellement commencer, même si pour l'instant le Trocadéro n'est que le départ symbolique. La froideur de la France de ce début d'année nécessite de la part des pilotes Vespa le port de combinaisons spéciales et de manchons adaptés. Malgré tout, la ferveur de la foule permet sans difficulté d'atteindre Olivet pour le prologue. Pour cette première mise en jambe, Piot a pensé à tout et a élaboré une stratégie pour son équipe. Le classement de ce prologue décidant de l'ordre de départ de la première spéciale en Afrique. Il est primordial de laisser le moins d'écart possible entre les Vespa et leurs véhicules d'assistance. La solution est donc simple en théorie. Les 4 Vespa doivent finir derrière toutes les motos, les 4 Landes d'assistance doivent faire péter un temps pour être en tête des autos. Pour les scooters, pas de souci. Ils prennent le départ de ce prologue les uns après les autres, puis s'arrêtent ensemble avant la fin de celle-ci pour papoter. Spectacle hallucinant que de voir les 4 pilotes discuter ensemble pendant que les autres concurrents moto tentent de faire un temps. Ils vont terminer 199, 200, 201, 202 et 204e véhicules classés et dernier des motos. Pour les Landes, c'est une autre affaire. C'est moins facile de terminer devant que de se laisser prendre un quart d'heure par tout le monde. D'autant que la concurrence est relevée et surtout que le terrain d'Olivet est très boueux. C'est donc au tour de Piot, Henriot, Trottmann et Pescarolo de faire parler la poudre. Ce sera l'attaque totale et la justification du choix de ces pilotes. Du coup, les temps tombent et les Landes sont effectivement dans les premiers. Piot finit 11e des voitures, Pesca 12, Trottmann 18, Henriot 38. Brabant, avec son véhicule chargé à mort, finit quant à lui 153e. Mais c'est tout à fait normal dans le plan prévu. La tactique élaborée a donc marché, d'autant qu'avec les jeux des pénalisations, les incidents sur le parcours jusqu'à 7, les 4 Vespa se retrouvent classés 61, 62, 63, 64e. Il y a encore 20 motos derrière eux, et les Landes se classent 5, 6, 10 et 28e. Tout est donc en place pour affronter l'Afrique comme Piot l'a imaginé. En ce début de mois de janvier, pour la première spéciale africaine, tout semble donc prêt pour que la course des Vespa se passe pour le mieux. Les 4 scooters vont partir parmi les dernières motos et les Landes d'assistance, étant dans les premières autos à s'élancer, vont pouvoir rapidement les rattraper et jouer leur office de Saint-Bernard. Pour plus d'efficacité, Piot a même créé des doublettes en attribuant à chaque Lande un Vespa dont il a à charge. Mais l'Afrique, la course et ses impondérables, la difficulté du terrain et les conditions dantesques de la course en scooter vont très rapidement mettre à mal cette organisation qui semble infaillible sur le papier. Il ne faudra d'ailleurs qu'une dizaine de kilomètres dès la première spéciale pour que les ennuis commencent et que l'équipe Vespa entre de plein fouet dans les galères qui vont durer pratiquement toute la course. Le premier gros problème va donc survenir très rapidement sur les pistes algériennes par les crevaisons à répétition pour l'ensemble des scooters. Ces crevaisons vont faire exploser l'organisation interne de l'équipe, car les pilotes Vespa ne conçoivent pas qu'un Land ne s'arrête pas pour leur changer une roue sous prétexte que ce Land n'est pas attribué à ce Vespa. Cette organisation, imaginée par Piot, aurait pu marcher si les Vespa étaient partis en même temps que les Landes. Mais les scooters ayant rencontré des problèmes avant d'être rattrapés par l'assistant, toute l'ossature de l'organisation s'écroule. Heureusement, les Landes sont chargées, mais même, que dit-on, surchargées de roues, et tous les scouts sont réparés. Mais les crevaisons se succèdent à un rythme surprenant et ce ne sont pas les pneus ni les cailloux pointus de l'Algérie qui sont en cause. En effet, la suspension arrière des scouts est maintenue par un silent block. Avec les vibrations et les efforts répétés, ces silent blocks se cassaient, l'ensemble motopropulseur bougeait
et les roues venaient frotter contre les capots arrière des scooters, entraînant les crevaisons. Bernard Tcherniavski nous l'a bien dit, des pièces avaient été changées et adaptées pour la course, mais pas ces cylindres blocs. Trop fragiles, ils ne résistaient pas. Ce problème de cylindre bloc fut donc à l'origine des premiers gros soucis des Vespa, détruisant les pneus, faisant exploser les consignes de course, l'organisation de l'équipe, mettant à mal le moral des pilotes, d'autant qu'ils ne purent pas être modifiés avant Gao. En effet, Pio fit une commande express à l'usine Vespa qui modifia les pièces pour les rendre plus solides, mais elles n'arrivèrent qu'à la journée de repos à Gao. Jusqu'à là, toute l'équipe dut faire face à des crevaisons à répétition et des conditions de course épuisantes. Ils finirent toutes les étapes à la nuit, rassemblés pour s'entraider, prenant à chaque fois la pénalité forfaitaire. Quelques exemples. Insalaregan, Pio et Pesca sont classés derniers de l'étape juste après Niemer et Tcherniavski qui ont passé plus de 9 heures sur les scooters. Borj Mokhtar Gao, c'est le plus difficile. Les 5 Land Vespa arrivent ensemble, derniers, avec le maxi de pénalité, avec les 4 Vespa qui ont roulé presque 14 heures. La journée de repos arrive bien. Cette journée verra de nouveaux cylindres blocs arriver, beaucoup plus solides, qui seront montés sur les Vespa. Toutes les machines seront révisées et le constat est plutôt rassurant sur les moteurs. Ils tiennent bien le coup, permettent parfois, quand le terrain le permet, de dépasser les 100 km/h et ne montrent que très peu de signes de fatigue. Avec le recul, tous les protagonistes s'accordent pour dire qu'il fallait être un peu fou pour partir dans cette aventure et que les scooters, même préparés et escortés par leur assistance de choc, n'étaient pas du tout les véhicules faits pour affronter le rallye. En fait, le courage des pilotes des scouts et surtout la volonté de réussir de Jean-François Piot sont la clé de cette performance, mais aussi l'explication de quelques contournements du règlement. Jean-Pierre Henriot garde un souvenir précis d'une spéciale qui leur fait affronter une succession de dunes qui semblent infranchissables. Toute l'équipe d'assistance rejoint les scouts et tout le monde met la main à la pâte pour pousser, tirer, relever les machines et les pilotes. Souvenir dantesque où les hommes s'épuisent, les esprits s'échauffent et où les dunes semblent sans fin. La nuit arrive et l'ensemble de l'équipe se retrouve seul au milieu du sable avec encore plus de 150 km à faire. Et pour la première fois, la mise hors course semble inévitable pour l'équipe entière. Si les Vespa et Land ne sont pas à l'arrivée, c'en est fini. Alors Pio prend la décision de balancer les scouts dans les Landes. C'est le seul moyen d'éviter l'abandon, de sauver son équipe et de préserver les hommes. Ce sera donc la première fois où les Landes transporteront effectivement les Vespa et leurs pilotes. En fait, cela arrivera d'autres fois, mais Henriot et Bernard Tcherniavski, dans 2 entretiens séparés, avoueront que cela s'est passé 2 ou 3 fois, pas plus, et pas pour tous les pilotes. Ce n'est que dans des moments ultimes, de nuit, afin d'éviter un abandon inéluctable que de telles décisions ont été prises. Les légendes selon lesquelles les scouts ont continuellement été transportés sont donc comme d'habitude parfaitement exagérées. De plus, certains autres concurrents, tels les frères d'Aboville, autres compagnons d'infortune, furent parfois surpris de finir l'étape après les Vespa sans jamais avoir été doublés par les scooters. En fait, dès la fin des franchissements de dunes et vastes étendues de sable, les pilotes furent de nouveau livrés à eux-mêmes, avec encore un autre danger toujours lié à l'arrivée de nuit. En effet, afin de leur éclairer la piste et de ne pas souffrir de la poussière soulevée par les Vespa, les Landes d'assistance suivaient de très près les scooters, tout phare allumé. Jean-Pierre Henriot se rappelle de nombreuses fois où il faillit rouler sur le pilote du scout qui avait ralenti pour éviter un obstacle ou qui avait chuté. En racontant cet épisode, il en avait encore froid dans le dos. Le rallye se résuma donc pour l'équipe à partir très tôt et arriver très tard, quasiment toujours les derniers des véhicules. Bernard Tcherniavski se rappelait également de l'étape Niamey-Ouagadougou. Le départ officiel était à 8h30 et Bernard est arrivé le matin à 8h20. Avec l'étape précédente dans les jambes, il dormira quand même 1 heure avant de repartir. Si le début du rallye permit de planter les tentes prévues pour le bivouac, elles furent rarement sorties par la suite. Les mécanos qui devaient réparer les machines dormaient tous dans les Landes sans jamais faire de navigation. Par ailleurs inutile, car il suffisait de suivre les traces. À ce rythme-là, les machines s'usèrent, mais aussi les hommes. Côté machine, grâce au nouveau cylindre bloc, ce ne seront plus les suspensions qui vont lâcher, mais les cadres eux-mêmes qui ne supporteront pas l'herbe à chameau et les chocs répétés. Toutes les machines souffriront du même mal et les mécaniciens devront renforcer les Vespa en soudant, quand ils le pourront, des barres de renfort.
Et comble du comble, la fin du rallye amène des pistes défoncées qui sollicitent également les pneus, qui crèvent non plus en touchant le carénage, mais en étant déchirés par des épines et des rochers. Bref, ça ne s'arrange pas. Tirons donc un coup de chapeau à ces 4 mousquetaires qui ont eu tous les 4 des sorts différents. Ivan Tcherniavski, peut-être le plus capé des pilotes, avait déjà une expérience de pilote d'usine et un palmarès impressionnant. C'est peut-être ça qui fut à l'origine de son abandon avec des conditions de course dans ce Dakar qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'il avait l'habitude de vivre en tant que pilote d'usine. Cette suite incessante de galères a eu raison de sa motivation, il abandonna dans l'étape qui mène à Tombouctou. L'histoire veut qu'il se fit doubler par les Landes sur une piste parallèle, mais qu'il ne chercha pas spécialement à se faire voir pour pouvoir repartir. Bernard Niemer, le seul qui avait déjà une expérience du Dakar, mais qui, par son rythme peut-être plus soutenu que les autres, brisa par 2 fois le scooter au niveau du tablier. Les mécanos tentèrent de réparer le PX200 en soudant une barre qui allait du tablier avant à la base de la selle. Peine perdue, le scooter finit irrémédiablement en 2 parties quelques spéciales avant Dakar. Bernard se rappelle ce moment où il roule presque en dormant sur son scooter et il est réveillé par un bruit de craquement. Le cadre de sa Vespa vient de se couper en 2 au ras du tablier. Le cadre est cassé net et la fissure remonte même jusqu'à la colonne de direction. Bernard essaye de ramasser une branche pour enfoncer dans le cadre et rassembler les 2 morceaux quand l'assistance arrive. Spargia, qui était avec Pio, regarde l'état du scooter et annonce à Niemer « Basta, basta, plus rien à faire, c'est l'abandon irrémédiable ». Bernard Tcherniavski, sa gamelle dès la seconde étape est selon lui ce qui lui permit de terminer le rallye. Plus que flétri par cette chute, Bernard poursuivit le reste de la course en attaquant, certes, mais en étant prudent, préservant ainsi la machine et le pilote. Et il fut donc l'un des 2 Vespa à atteindre Dakar et à terminer le rallye. Cet exploit faillit d'ailleurs être réduit à néant lors de la dernière spéciale sur la plage. Parti avec les motos, il les avait en point de mire, poigné dans le coin à quelques dizaines de mètres devant, mais c'en fut trop pour le moteur du Vespa qui serra. Bernard en veut un peu à ses mécanos qui n'avaient pas préparé le moteur à ce traitement alors que cela aurait été possible. Le moteur fut changé mais resserra un peu plus loin. Il fallut charger le scooter dans un land afin de terminer l'étape et le rallye. Mais il fut quand même l'une des 2 Vespa à l'arrivée classée 5e hors temps. Marc Simoneau, le plus jeune de l'équipe, fort d'une préparation physique poussée, c'est peut-être cela qui fit qu'il arriva au bout du rallye sans trop de problèmes. Jean-Pierre Henriot se rappelle de lui comme un garçon qui ne s'est jamais plaint et surtout qui profitait de chaque moment possible pour se reposer ou dormir afin de récupérer au maximum. Ce fut en fait le seul Vespa à finir roulant sur la plage, malgré un gros souci de piston à quelques kilomètres de Dakar. Et le premier classé de l'équipe, classé 3e hors temps. Quant aux landes d'assistance, ils ne rencontrèrent aucun problème particulier pendant tout le rallye, si ce n'est l'entretien normal des voitures pendant le rallye. Jean-Pierre Henriot se rappelle juste d'un léger problème de filtre à essence sur le land de Pescia, vite résolu par un simple nettoyage. 4 landes sur 5 finirent classés hors temps aux 15e, 16e, 18e et 20e places. Quant au dernier land hors course, c'est celui de Pescia qui abandonna le même jour que Ivan Tcherniavski. En charge de ce scooter lors de l'étape Tombouctou, il arriva hors délai avec le pilote du scooter. Il fut donc mis hors course. Ce qui ne l'empêcha pas de repartir chaque matin suivant et de porter assistance aux autres Vespa malgré les protestations de Thierry Sabine. Pescia avait récupéré Ivan, mais lors de la dernière étape, il fut chargé d'aller récupérer les épouses des pilotes, ce qui fait que l'on ne le voit pas sur les photos prises sur la plage de Linguéré. Cette aventure est donc d'abord une aventure humaine qui fit se dépasser les pilotes des Vespa, mais aussi de toute l'équipe qui suivait. Les 4 pilotes des petites machines italiennes se retrouvaient à devoir sauter à côté de leur machine plus de 150 fois par jour, s'épuisant plus que tout autre. Au final, le coup de publicité de Pio a marché, puisque cet exploit reste inégalé, près de 40 ans après. Paolo Calgari, président de Piaggio France à l'époque, dira d'ailleurs « Voilà au moins une preuve que nos engins ne sont pas réservés qu'aux vieux pépères. » C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup pour ce super article de Jeff et à bientôt sur Dakar d'antan.